Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Pour un paysan, transmettre son exploitation agricole, c'est s'inscrire dans un héritage et des traditions. Alors que faire quand les enfants veulent se débarrasser des vaches laitières pour faire de la permaculture? Ou pire, quand ce sont les jeunes venus de la ville qui reprennent le flambeau? Faut pas croire s'est rendu sur 2 domaines où le passage de témoins se fait de manière innovante. Reprendre une ferme quand les jeunes poussent, c'est un reportage de Carole Efliguer. On a envie d'avoir toutes les étapes d'un produit sur la ferme. Donc on sème les céréales, on les récolte, on les transforme en farine et on les transforme en pain. Et ce pain, on peut le vendre directement à des gens qu'on voit. Et en plus, on peut même expliquer ce qu'on fait. Caroline était maîtresse d'école. Elle aimait enseigner aux enfants, surtout son amour de la terre, de la nature. Elle est devenue paysanne boulangère et a repris la ferme de son père aux Terres Rouges, pas loin d'Yverdon. Il y a eu tout ce cheminement justement de faire de l'enseignement avec des enfants et de me rendre compte que j'avais envie de leur transmettre le lien à la terre. Si on m'avait dit il y a 15 ans que j'allais reprendre la ferme de mes parents, j'aurais pas cru. Caroline et Fabien sont arrivés en 2011 et puis eux, ils avaient envie de faire du pain. Et puis moi, j'aime le pain, donc ça m'arrangeait aussi. Et puis ensuite, c'est eux qui ont dit il faut faire de l'épeautre, il faut faire du petit épeautre, de l'amidonnier, des variétés de blé ancien. Tout est à inventer. Aujourd'hui, à la retraite, Robert, le père de Caroline, n'a pas hésité à transformer sa ferme et à passer au bio, à une époque où peu de paysans se lançaient dans cette aventure. Tout évolue. On ne peut pas garder la même écurie que son grand-père. Il faut la rénover, il faut la refaire, il faut changer. Les gens disaient, c'est Robert, quoi. Il faut toujours qu'il essaie autre chose. J'ai souvent essayé d'autres choses. J'ai construit ma stabulation, le premier au village, en 96 à 98. Et puis, j'ai toujours voulu essayer d'autres choses. Avant de reprendre l'exploitation de Robert, Caroline et son mari ont vécu ailleurs. Ils ont fait d'autres expériences, ont acquis d'autres compétences. À la ferme, c'est Fabien, le beau-fils de Robert, qui produit le lait destiné à la fabrication de gruyère AOP. Avec Robert, j'ai eu vraiment la transmission sur les vaches et les grandes cultures, même si j'en faisais déjà en France. Mais toute la partie vente directe, comment transformer des produits à la ferme, du produit brut jusqu'au client, la relation client, c'est quelque chose que j'ai appris ailleurs, ouais. C'est aussi lui qui cultive les céréales avec lesquelles Caroline fabrique son pain. La boulangère vend ensuite ses produits directement à la ferme ou dans certains points de vente en Suisse romande. Notre équilibre, c'est de pouvoir maîtriser toutes les chaînes de production, donc d'être dans la production, d'être dans l'artisanat et d'être aussi dans la vente. Je vois bien que chez certains autres collègues, ils n'ont pas envie de s'occuper de la vente directe et ce ne serait pas leur truc. Donc c'est pas... moi, je me sentirais très prétentieuse de prétendre avoir trouvé la solution qui permet à toutes les fermes de bien vivre. L'avenir, elle est quand même dans l'agriculture de proximité. On produit et on vend dans la région. Ça, j'y crois vraiment fort. « 6,3% de son budget global, c'est ce que le consommateur suisse dépense pour s'alimenter. Si bon nombre de paysans lait de père en fils, à la ferme de la Touvière à Genève, aucun des jeunes n'est issu du milieu agricole. Alors, pourquoi se lancer dans cette voie quand on a la possibilité de faire un choix plus sûr ? C'est notre passion, c'est de travailler la terre, c'est de nourrir les gens. C'est presque comme une vocation. Quand on a un peu une conscience globale de ce qui se passe dans le monde et puis qu'on s'intéresse à l'alimentation et à la vie en général, comme ça, c'est vraiment une volonté, ouais, de pouvoir proposer aux gens une nourriture qui
qui est saine et puis qui est faite dans des conditions, dans de bonnes conditions, quoi. Puis on a une qualité de terre, si on regarde, très grumeleuse, une structure vraiment qui se rapproche de ce qu'on peut trouver en forêt. Quand on voit ça, on est heureux, quoi. Les jeunes paysans sont locataires des terres qu'ils exploitent. Et l'avantage, c'est qu'ils ont pu commencer leur projet librement. Nous, on a un certain luxe, entre guillemets, d'avoir pu choisir ce qu'on voulait dès le départ. On n'avait pas d'emprise familiale, on n'avait pas d'historique par rapport à ce qu'il y avait ici. Donc du coup, on a pu être libre de lancer justement des paniers, de faire de l'agriculture contractuelle de proximité, de faire de la livraison. On livre nous-mêmes nos clients, on fait un maximum en vente directe. Puis c'est ce qui permet aussi de dégager plus on va dire, de revenus. Nous, on a cet avantage-là, on est beaucoup, on est 8. Ça, c'est aussi un soutien, on va dire, solidaire aussi au sein de l'équipe. S'il y en a un qui va pas bien, les autres sont là pour aider. C'est que surtout tout seul à reprendre une entreprise dans la famille, il n'y a qu'un enfant qui reprend ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus dur, quoi. À la ferme de la Touvière, les chèvres ont fait leur arrivée il y a 4 ans, à l'initiative du jeune collectif. Chaque chèvre fait à peu près 3 litres par jour, en tout cas c'est ce qu'on espère. Et puis on va faire à peu près 4 fromages avec ces 3 litres de lait. Le projet de ferme collective des jeunes paysans a commencé il y a 4 ans, sous l'œil bienveillant du propriétaire de l'exploitation, Alexis Cortet. Notre fils qui exploitait le domaine décide, après 10 ans, de quitter l'exploitation. C'était un moment un peu douloureux pour tout le monde, pour lui, pour nous. Mais il avait gardé cette idée de mettre en place une structure, celle peut-être qu'il aurait voulu réaliser lui-même. Et il est allé trouver des amis sortant des écoles. C'est le collectif qui aujourd'hui est en place. C'est une structure assez novatrice, puisque c'est quand même rare que des jeunes trouvent la possibilité d'exploiter comme ça un domaine, puisque c'est quand même un grand domaine. C'est une transmission aussi de génération qui se passe d'une manière différente que familiale. Et ça, j'avoue que je suis émerveillé de voir la manière dont ils ont pris les choses au sérieux. 60, ça fait 20 pour les poules. Avec leur projet pour une agriculture de proximité, les jeunes paysans de la Touvière souhaitent se reconnecter à la terre nourricière. Ils proposent à tout le monde de recréer ce lien originel avec ce que l'on consomme. Tout le monde est paysan ou paysanne au fond de soi, et je pense que tout le monde est attiré par ce qu'il mange, et donc indirectement par ce qu'on est capable de cultiver. On essaie juste de faire quelque chose d'un peu différent, et notamment en termes de commercialisation. Nous, on parle même plus vraiment de commercialisation, on parle de partenariat, notamment avec nos consommateurs. Faisons plus de fermes, plus de petits volumes, pour qu'il y ait plusieurs fermes, plus de diversité, plutôt que d'avoir une grosse ferme qui doit vendre des kilotonnes d'un seul produit. Plutôt que les fermes s'agrandissent toujours davantage, parce que c'est quand même à chaque fois une exploitation qui disparaît, c'est aussi un peu l'âme paysanne qui part avec chaque ferme qui disparaît, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas là un moyen peut-être de favoriser l'accès à la terre de jeunes formés qui sortent des écoles, de donner aux jeunes une chance? C'est une grande fierté qu'ils nous fassent confiance comme ça. Maintenant, c'est à nous de faire nos preuves. Je pense qu'envers Alexis, c'est plutôt bien parti. Maintenant, il faut vraiment qu'on puisse en vivre. Et puis, c'est ça un peu le challenge. Ils sont pas très à l'abri individuellement.
Pierre-André Schütz, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier agricole dans le canton de Vaud. On vous appelle modestement l'aumônier des paysans. Vous suivez de nombreuses familles. Ce qu'on a vu dans le reportage, c'est pas forcément un représentatif de ce qui se passe en Suisse romande. Pas forcément, c'est réjouissant. Parce qu'on voit là, j'aimerais bien que ce que Robert dit, par exemple, par rapport à des... Vous le connaissez, hein? Ouais. C'est un ami. J'aimerais bien que plus de pères puissent parler comme ça. On voit bien que les aînés dans ces deux, ils sont ouverts, hein, ils donnent la chance aux jeunes, etc. Mais effectivement, c'est une petite partie du monde agricole qui peut faire ça. Il y a une proximité de la ville et puis il y a une volonté d'avoir une vente directe. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et puis le problème que moi je vois par rapport à la remise des domaines, il est lié au fond à la position, c'est le père au fond, c'est les parents qui doivent faire un immense boulot. Ça me fait toujours penser à Jean-Baptiste quand il voit Jésus partir après dans son désert, il dit « il faut qu'il croisse et que je diminue ». J'aimerais que tous les parents puissent parler de ça. Malheureusement, effectivement, il y a quand même des gros problèmes. Le plus gros problème émotionnel, indépendamment de l'économie, c'est quand on sacrifie le bonheur du fils ou de la fille, parce qu'il y a de plus en plus d'agricultrices, hein, c'est très réjouissant, sur l'autel du patrimoine. Ça a été au Bolomais, ça doit rester au Bolomais, tu ne peux pas faire ça au grand-père. Et on enfile les jeunes qui n'osent pas dire non, pression directe ou morale, dans quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment envie. Là, on voit que dans la famille Cortet, au bout de 10 ans, il a dit « je change ». Mais tout le monde n'a pas cette force. Et alors, à ce moment-là, quand on n'aime pas, on ne fait pas les choses, on ne fait pas bien et on rend malheureux. Et ça, c'est... J'ai rencontré des gens qui sont aigris au bout de 10 ans parce qu'ils ne voulaient pas vraiment faire ça. Et ça met en danger finalement toute la dynamique interfamiliale. On reviendra sur cette dynamique familiale. Justement, le temps de présenter aussi Jérémy Fornet. Je m'accroche, vous êtes professeur assistant à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, spécialiste du milieu agricole. Vous, en tant que chercheur, j'imagine que les deux modèles qu'on a vus, ça vous passionne. Bon, ça me passionne, mais disons que des modèles plus classiques, plus traditionnels, comme on les appelle, me passionnent tout autant. Hein. Moi, justement, on a beaucoup de chercheurs qui se passionnent pour ces modèles émergents, qui sont finalement plus flashy, plus séduisants au premier abord. Mais moi, je pense que si, comme le disait Pierre-André, ces exemples font plaisir finalement, montrent c'est un peu une lumière au bout d'un tunnel quelque part. Il faut pas qu'ils laissent dans l'ombre non plus tous les petits changements, toutes les petites adaptations qui ont lieu au quotidien sur beaucoup d'exploitations, mais avec peut-être un peu moins de pétillant et de scintillant derrière, parce qu'on est plus dans des petites choses, des petits aménagements. Des petites initiatives. Des petites initiatives, mais qui participent aussi à ce changement, à cette transformation finalement. Et à la réflexion. Qu'elle soit justement au niveau personnel, intime aussi, de la réflexion. Qu'est-ce que c'est finalement mon métier? Comment est-ce que j'évolue avec ce métier-là, avec la société dans laquelle je me trouve? Donc, oui, tout à fait. Oui, tout ça, c'est passionnant et ça, c'est mon quotidien finalement de m'intéresser à tout ça. Oui. Bon, Pierre-André Schütz, si vous deviez m'expliquer, moi qui ne suis pas du monde paysan, qui n'aurait peut-être en héritage que la Vespa de mon père qui ne démarre pas, donc je n'ai pas conscience du poids que c'est d'avoir une exploitation familiale. Qu'est-ce que ça représente quand on parle de transmission pour un père de famille, par exemple? C'est cliché, mais c'est encore ça, qui transmet. Quel est le poids? Alors, il est historique. Et puis, moi, j'aimerais quand même dire qu'il y a beaucoup de situations où ça va bien. Où on a des paysans maintenant, entre 55 et 60 ans, qui ont des gamins qui sont mordus. Et ils ont le réflexe de dire, OK, t'es mordu, mais c'est difficile. Donc, tu fais d'abord un CFC. Mécano, bûcheron, charpentier. Et puis, si tu es encore mordu après, alors à ce moment-là, tu économises une année de formation et puis tu peux reprendre ce domaine. Il faut anticiper aussi, hein, ça prend des années. Mais l'image de dire, évidemment, quand on s'occupe de courgettes, on peut dire « je nourris le pays ». Mais quand on a 40% du revenu qui vient des paiements directs, on enlève beaucoup de dignité à ce métier. On n'a plus l'impression de nourrir le pays, on a l'impression d'être assisté. Parce que l'économie mondiale fait que, depuis l'OMC, on a mis toutes les agricultures dans le même... Et puis, on ne peut plus vivre du prix des produits. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Peut-être si on reste dans la cellule familiale, il y a parfois des tensions en disant si le fils ne veut pas reprendre la ferme, qu'est-ce qu'on fait? Et là, parfois, il faut accompagner ces familles aussi. C'est ce que vous faites? Oui. Alors effectivement, et on voit dans les écoles, je suis aumônier des écoles d'agriculture aussi, on voit pas mal de jeunes qui n'ont pas de domaine.
Donc il y aurait des possibilités d'entrer dans une dynamique où on ne force pas le fils ou la fille à reprendre, mais on permet au fond à ceux-là L'autre problème que je vois, parce que le gros boulot il doit être fait par l'attitude du père, quand vous entendez Robert dire on doit changer, il y a beaucoup de paysans qui ne veulent pas changer. Et où, au fond, il y a une pression sur le jeune parce qu'il veut transformer la ferme. Et là, c'est la mère qui fait le lien. Alors, c'est la maman. Pourquoi c'est la maman? Parce que la maman, elle est branchée sur le bonheur de son gamin. Et puis le père, il est branché sur le patrimoine du domaine. Et puis comme le patrimoine s'est transmis de père en fils, la maman, elle est arrivée dans un patrimoine qui lui appartenait déjà plus de lignée en lignée. Donc elle a peut-être moins d'attaches et moins de pression. Elle peut plus s'occuper du fils. Mais elle veille plus sur le bonheur de l'enfant, quoi. Donc le père, le patrimoine, la mère, le bonheur. Jérémy Fornet, moi je suis tombé sur votre thèse en faisant mes recherches. Vous aviez 26 ans, c'était au début des années 2000. Vous êtes rendu dans 5 familles fribourgeoises et vous avez justement analysé un peu ces familles. Vous avez scruté, vous avez aussi aidé à la ferme. Et vous avez vu la transmission dans 5 exploitations. C'était début des années 2000-2003, je crois. 2002, c'était un mémoire de master qu'on dirait aujourd'hui. Ça s'appelait une licence à l'époque. Exactement. Oui, tout à fait. Quelle évolution peut-être depuis 15 ans? Alors j'ai eu je pense que ce que tu présentes, Pierre-André, effectivement, c'est encore très présent dans beaucoup d'exploitations. C'est le modèle qui s'est construit autour de l'exploitation familiale, qui a une histoire aussi. C'est pas l'exploitation moyenâgeuse de l'époque, enfin la ferme moyenâgeuse. C'est vraiment cette agriculture autour d'une cellule familiale et de ce patrimoine qui se transmet. C'est quelque chose qui commence aussi à changer. On a 2 exemples dans le reportage d'arrangements inhabituels, nouveaux, de comment être agriculteur. Et ça se voit aussi au niveau de la transmission du patrimoine. Tu parlais de l'arrivée des filles, beaucoup plus significativement, même si dans les statistiques, c'est pas encore significatif. C'est pas dans les écoles d'agriculture, quand même, il y en a de plus en plus. Oui, dans les écoles, mais qui finalement finissent chefs d'exploitation, il y en a finalement, ça augmente petit à petit chaque année, mais on reste autour des 5%, je crois. Il y a de plus en plus de modèles, en tout cas, c'est diversifié. Ça c'est clair. Et ça se voit aussi dans comment on s'organise au quotidien dans l'exploitation, le rôle de l'homme, de la femme. Et donc, la manière dont on pense la transmission, elle dépend aussi de comment on pense la famille en lien avec l'exploitation. Et ça, j'ai eu la chance de travailler aussi sur ces aspects-là ultérieurement, après cette thèse de master. Elle a tout aussi, finalement, des cellules collectives. C'est plus la famille, mais on ouvre ça. Tout à fait. Alors là, on est dans une recomposition assez extrême, quelque part, j'ai envie de dire, parce qu'on explose le cadre familial. C'est une petite agriculture qui se qualifie de paysanne, souvent, mais qui est plus l'agriculture familiale, qui est un peu le modèle de référence partout. Donc là, c'est assez intéressant. C'est des vrais laboratoires sociaux, quelque part, sur qu'est-ce que ça peut devenir. Mais peut-être juste une anecdote sur l'importance de la transmission qui finalement, dans l'agriculture, va au-delà du patrimoine, quelque part. Moi, j'ai rencontré, par exemple, un couple d'agriculteurs sans enfants, qui avait peut-être la cinquantaine à ce moment-là. Les 2 s'investissaient beaucoup dans l'exploitation. Et finalement, la femme, l'épouse, m'a à un moment dit quelque chose. Mais ce qui est vraiment important pour nous maintenant, c'est qu'on puisse retransmettre cette exploitation dans un bon état plus tard, quand ça viendra. Donc, visiblement, elle ne parlait pas là d'un patrimoine au sens de la lignée, du sang et de tout ça, mais de quelque chose qui doit se penser dans la continuité, qui doit avoir un sens aussi dans sa transmission. On l'a reçu, on doit le repasser plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui reste, j'ai envie de dire, aussi dans les témoignages qu'on a eus à l'écran, là. C'est cette idée qu'il faut que quelque chose continue. Mais quand même, on voit Alexis Cortet qui dit, maintenant je les accepte, je suis émerveillé par leur ténacité, donc ces jeunes ont dû faire leurs preuves. Mais peut-être qu'on aurait préféré que ça reste dans la famille. C'est encore dur de peut-être s'ouvrir à ces autres formes. Quelqu'un d'autre qui reprend la ferme. On s'ouvre de plus en plus. Ouais. Mais effectivement, il y a quand même... Moi, je vois aussi un problème, c'est dans la difficulté. Il faut être entrepreneur. On ne s'invente pas patron. Et je trouve, dans les situations que j'accompagne, on attend trop. Le père, à partir de 56 ans, il doit créer un système d'une association pour que le jeune puisse apprendre à devenir patron, entrepreneur, avoir des initiatives et gérer des choses, et que le père puisse petit à petit se retirer. Et là, on a de la chance parce qu'à 65 ans, il n'y a plus de paiement direct. Ouais. Ça, on n'a plus de patron de 82 ans. Avant, on tenait jusqu'à 80 et puis... Et c'est après une association qu'il peut devenir patron. Et puis là, il faut qu'il fasse le brevet parce que s'il sort de l'école d'agriculture avec un CFC, ça ne suffit pas pour être patron. Il faut être entrepreneur. Et ça, autrement, ça met en danger la pérennité du domaine.
Jérémy Fornet, aussi beaucoup de motivation, hein, c'est chez ceux qu'on appelle les néo-paysans, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est très compliqué aussi d'avoir accès à la terre, d'avoir cette vocation de vouloir, il parle de sens aussi, hein, de retour à la terre, mais c'est pas si facile hein, d'avoir accès à une ferme, d'avoir accès à une exploitation agricole. Non, effectivement, bon, on a déjà... on a un système légal qui est conçu pour favoriser la transmission au sein de la famille, c'est une première chose. Et surtout, on a très peu de terres à disposition pour des reprises en Suisse, parce que même si certains agriculteurs ont des difficultés à trouver des repreneurs, ces terres-là sont souvent reprises par d'autres exploitations qui s'agrandissent ou comme ça. Donc on a peu de choses sur le marché, si on veut dire. Et en plus, c'est un investissement énorme hein, que de se lancer dans une exploitation agricole. Mais après, ils disent qu'il y a moins d'emprise aussi. On n'a pas l'emprise familiale, donc on peut tester des choses. À la Touvière, ils emmènent des chèvres, ils font de la vente directe. Donc, on peut plus facilement peut-être tester des choses sans l'emprise, comme vous disiez, un peu peut-être patriarcale de l'affaire. Ça dépend de l'état d'esprit du paysan. Il y en a qui sont très ouverts à la nouveauté, qui laissent aller le fiston. Et puis moi, j'ai Chez les Richardais, par exemple. Voilà, mais moi, j'ai un exemple où le fils voulait faire une association et où son père a dit « je ne resterai pas tranche jusqu'à ma mort ». Donc là, vous faites quoi avec ça? Vous ne pouvez pas... Donc le fait de passer du lait à la viande, parce que les grandes difficultés, on a 130 familles qu'on accompagne, mais la plupart, c'est le lait industriel. Un lait à 50 centimes, vous ne pouvez pas vivre. Et puis, si on faire une transition lait-viande, il faut que tout le monde soit d'accord. Si on dit on vend la belle Holstein qui produit 15 000 litres de lait, la belle laitière qui a gagné tous les prix à Suisse Expo, là, le papa, il va dire non, j'ai une attache et ça va être plus compliqué. Alors, c'est vrai. Ouais. Effectivement, mais il faut voir à la fin comment on peut vivre avec ça. Donc là, il y a... Et puis, à mon avis, il y a aussi un accompagnement qui est nécessaire. Et là, on est bien équipé dans le canton de Vaud avec Prométhère, où vous avez les techniciens, les comptables, la Banque Sophia, la Banque des paysans. On a de temps en temps de la résistance à se faire aider. C'est souvent cette pudeur ou fierté ou orgueil, j'en sais rien, mais on veut se débrouiller. Alors que tous les outils sont là. Ils sont un réseau, ces gens-là. Et ils sont prêts. Je pense, par exemple, aussi, il faut faire très attention avec la fratrie. Vous devez faire avec la famille. Quand vous avez un garçon puis qu'il a 3 frères et sœurs qui ne sont pas sur le domaine, un domaine qui vaut en valeur vénale 3 millions, et puis que le fils reprend pour 800 000, eh bien, ils doivent faire le deuil. Autrement, ça ne tient pas. Donc, si on ne prend pas avec toute la famille, toute la dynamique, eh bien, ça fait clasher aussi au niveau d'une frustration, une insatisfaction des frères et sœurs qui fait que ça alourdit aussi l'ambiance. Donc, vous voyez, c'est un microcosme. Vraiment, la reprise en famille, c'est la famille. Hein, et Pierre-André Schütz, vous le dites, hein, c'est pas toujours facile, ça dépend des secteurs hein, dans la paysannerie, mais il y a quand même des pressions économiques. Qu'est-ce qui motive, quand vous parlez à ces jeunes paysans, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui font sens chez eux? Pourquoi ils veulent reprendre ces domaines et qu'est-ce qui les motive aujourd'hui? C'est la vocation, c'est des mordus. C'est des mordus des cultures, c'est des mordus du bétail, c'est des gens qui sont formés parce qu'on les forme bien. Et puis c'est aussi la fierté de continuer, de pérenniser. Il y a quand même beaucoup où il y a 2 garçons qui veulent reprendre, puis après il faut choisir. Hein, on n'est pas les difficultés, vous voyez, il faut aussi mesurer. On a sur les 130 familles, on en a 18 où on accompagne parce qu'il y a des difficultés de communication. C'est presque toujours des difficultés de communication entre la génération d'avant et d'après. Si vous avez encore sur le domaine le grand-père qui vient mener sa barque, alors là, ça se complique vraiment. Jérémy Fornet, peut-être même question chez ces néo-paysans. On voit, il y en a un qui dit à la Touvière, quand on a cette conscience globale de penser, ça paraît logique de faire ce retour. Est-ce qu'il y a du sens? Il y a quelque chose de très important chez beaucoup de ces néo-paysans. On voit que c'est une forme d'engagement qui a un enracinement presque politique finalement, qui va au-delà d'un choix professionnel. Quelque part, on repense. L'agriculture, ça offre aussi une plateforme de critique de la société parce qu'on a l'alimentation, le fait que c'est quelque chose d'indispensable à l'être humain. On a le fait que c'est extrêmement politisé et on a le fait aussi qu'il y a presque un lien à la spiritualité, le contexte, ce retour à la nature qui est souvent évoqué. Donc on a vraiment un phénomène très important et beaucoup de ces néo-paysans qu'on rencontre ont souvent évoqué quelque chose de beaucoup plus large que juste un choix professionnel comme ça. Mais par contre, aussi quelque chose qui a été dit en premier, et ça c'est quelque chose qui réunit peut-être tous les agriculteurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent, c'est l'idée de produire de l'alimentation aussi, qui est vraiment la motivation fondamentale. Il y a là, au niveau symbolique aussi, au niveau du sens qu'on peut avoir dans une activité, quelque chose qui reste très fort. Et les agriculteurs, quand
comme tu le disais, regrettent cette dépendance au paiement direct. Tous disent, j'aimerais gagner ma vie en vendant mes produits, qu'ils soient payés à leur juste prix. Cette reconnaissance de cette fonction de nourricier, finalement, c'est quelque chose qui est très fort et qu'on retrouve chez les agriculteurs bio, chez les néo-paysans qui font des paniers bio, chez le grand producteur céréalier conventionnel. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de manière très large. On se rejoint, Pierre-André Schuss, là-dessus. Oui. On avait l'impression qu'il y avait deux mondes qui se regardaient un peu en chien de faïence. C'est-à-dire ces néo-paysans venus de la ville et les familles un peu plus traditionnelles, mais globalement, vous comprenez, on n'a plus que 2,8% de la population qui est paysanne, et on a augmenté dans le canton de Vaud l'année passée 9% au niveau du bio. Donc on est quand même dans ce trend, on n'est plus où on joue les producteurs contre les consommateurs. Il y a quelque chose aussi dans le consommateur, une sympathie. Après le temps présent qu'on a fait sur le suicide des paysans, moi j'ai reçu énormément de gens de la ville qui disaient on ne savait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et à ce moment-là, on peut avoir ces réseaux qui viennent souvent des paysannes, mais si vous cliquez agir.ch, vous avez les adresses de toute la Suisse romande de la vente directe. Vous pouvez aller chez ces gens-là. Et à mon avis, ce trend-là, il se développe au niveau des écoles aussi, parce que l'école d'agriculture, elle offre des formations spécifiques de la vente directe et des choses comme ça. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut faire attention avec ça parce que c'est très chronophage et il faut une équipe familiale. Et souvent, là, on néglige la présence féminine. Un domaine sans femme, c'est un domaine qui est en danger. Et pour ça, quand le jeune fréquente, la fille, elle ne va pas marier avec le mec, elle va marier le domaine aussi. Donc comment est-ce qu'on joue cette dynamique-là? Et de nouveau, je reviens à la famille. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce d'enrichissement communautaire presque au niveau d'une famille. Et Jérémy Fournet, je vais garder ma dernière question pour Pierre-André Schütz, qui part bientôt à la retraite en septembre, c'est ça? C'est ça. Vous serez remplacé en plus par 2 femmes, je crois. Donc là aussi, les femmes de plus en plus présentes dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous allez faire après? Alors, après moi, ça ne c'est pas intéressant. L'intérêt, c'est qu'effectivement, il y aura Maria Vonnet, qui est déjà ma collègue, et puis une nouvelle. Mais j'ai découvert dans la dynamique des conseillers techniques. Vous savez, on est dans un monde, si les femmes veulent entrer là-dedans, elles doivent être meilleures que les mecs. Elles sont souvent au-dessus. Et moi, j'ai rencontré plusieurs paysans qui disent, pour mon conseil technique, je veux Fabienne, je veux pas Louis. Donc on voit bien que c'est plus un obstacle. Ça peut être un obstacle pour des grands-pères qui disent qu'est-ce qu'elle vient faire là, mais c'est plus un obstacle. Depuis que Maria Vonnet a commencé, il n'y a qu'une famille qui a dit « je veux un homme ». Merci Pierre-André Schütz. On va finir avec les femmes au pouvoir dans l'agriculture alors. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire un petit mail à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou sur notre page Facebook. La semaine prochaine, il sera question d'un homme perdu au milieu d'une guerre, d'un meurtre qu'il a commis et du chemin de résilience qu'il a entrepris. Un portrait suivi d'une discussion avec la psychologue Françoise Sironi qui tentera de répondre à cette question. Comment devient-on un tortionnaire? La guerre intérieure, c'est samedi prochain dans Faut pas croire.